Et il a perdu son nez, il a failli mourir, hein, bien sûr. Hein. Et vous vous laissez imaginer, c'est drôlement énervé la face. Hein. Ça a saigné, ça a saigné. Enfin bref, on lui a fait une petite prothèse en or, mais comme il était très facétieux, il aimait bien embêter les gens. Quand il y avait des jeunes femmes autour de lui, il enlevait son nez, évidemment, il tombait dans les pommes. Hein. Mais enfin bref, tout ça pour dire qu'il avait réussi à obtenir de l'argent de son roi, et il a construit un château dédié sur une île, un château dédié à l'astronomie, et il faisait les mesures, les observations lui-même, et il construisait ses instruments lui-même. Vous voyez à peu près la taille de ces instruments, il est représenté ici. Son château s'appelait le Ranibor, la cité des étoiles. Et alors, en 1577 se produit un événement extraordinaire. Il voit passer une comète. Et alors, il arrive à peu près à mesurer la distance avec des méthodes de parallaxe, et il s'aperçoit qu'elle s'est située très loin, en dehors de la Terre, quoi. Or ça, c'est une révolution, parce que à cette époque-là, on est au XVIe siècle, c'est Aristote qui domine toujours. Pour Aristote, le ciel est pur. Rien ne peut, au-delà du monde sublunaire, hein, comme il appelait ça, le monde sublunaire, je crois, rien ne peut changer, rien ne peut évoluer. Or là, Tycho Brahe vient de montrer qu'il se passait quelque chose au-delà de ce monde sublunaire. Donc, ce monde sublunaire n'est pas si parfait, et donc ça va l'entraîner à penser que peut-être Copernic avait raison. En 1543, Copernic a écrit un livre qui montrait, qui disait que le Soleil était en fait le centre du système solaire et non pas la Terre. C'était une hérésie, bien entendu. Enfin bref, c'est un pas dans cette révolution. Entre parenthèses, le même Tycho Brahe, quelques années plus tard, je crois, va voir la première supernova. Et là aussi, ça va le conforter dans cette idée que le ciel n'est pas immuable. Et c'est lui qui va inventer le mot nova, parce qu'il pensait nova, c'est une nouvelle étoile. En fait, vous savez tous que ce n'est pas une nouvelle étoile, c'est une étoile qui meurt, hein, une supernova. Puis c'est Halley qui découvre les trajectoires périodiques et elliptiques des comètes. Et justement, lui, il collationne un peu ce qui a été dit dans le passé, et puis il s'aperçoit qu'il y a une comète qui a l'air de repasser de temps en temps. Hein, on a trouvé des traces en 476 avant Jésus-Christ. En 1066, vous vous rappelez Guillaume le Conquérant, la tapisserie de Bayeux. Si vous n'avez jamais été à Bayeux, ça vaut le coup d'aller voir. Hein, ça, c'est vraiment les bandes des comics de l'époque. Hein, ça, c'est vraiment bien. Et il dit que la comète qui était passée en 1682 va repasser en 1758. Bon, il sait très bien qu'il sera probablement mort à cette époque-là, mais il prévient les astronomes, il faut que vous regardiez le ciel, et évidemment, il avait raison. Hein. Ce qui est formidable dans la mécanique céleste, c'est des maths, hein, donc c'est très facile. Hein. Et il avait raison, donc la comète est passée en 1758, et évidemment, depuis ce jour-là, on l'appelle la comète de Halley. Hein, voilà. Alors bon, je vous passe tous les détails, on découvre de plus en plus de comètes, mais ça avait toujours un petit côté sulfureux, les comètes. Hein. À l'époque des Romains, c'était une mauvaise, ça donnait des mauvaises, comment dire, un mauvais sort, ou un truc comme ça. Hein. Voilà quelques exemples. En 1910, comme on pense que dans la queue de la comète, on ne pense pas quand il y a des cyanogènes, hein, bien entendu. Les gens se précipitent pour acheter des masques à gaz, il y en a qui vont se suicider, enfin bref, même je crois que notre ami Flammarion n'était pas blanc-blanc de ce côté-là, il me semble. Et voilà Giotto qui représentait soi-disant une comète au moment de la naissance du Christ, mais on sait très bien que c'est plutôt au moment de la peinture. Hein. Alors quelques comètes célèbres, rapidement. La première, comète de Halley, hein, voilà, qui est passée donc à la bataille de Hastings en 1066, hein, et elle est repassée en 1910.
La période était de 75 ans, oui, ou 76 ans, je ne me rappelle plus. 1910 plus 76, ça fait 1986. Il y a eu une mission, c'était une des premières missions de l'Agence spatiale européenne qui a photographié cette comète. Voilà, la comète de l'ère mondiale, voilà quelques belles comètes, je passe vite. J'ai passé ma montre alors. Voilà. Ce sont toutes des photos faites par les gens de Vega. Le plaisir. Alors ça c'est Nicolas Biver, Marois. Ça c'est récent, 2004. Voilà, ça c'est McNaught. Alors McNaught, vu par un satellite d'étude du Soleil, vous voyez la queue de la comète, c'est Mercure que vous voyez là, qui sature la caméra. Vous voyez la comète qui passe là et la queue qui est déviée par le rayonnement photonique du Soleil. On n'a pas l'occasion tous les jours de voir des comètes comme ça. Alors il y a un satellite qui est d'étude du Soleil qui s'appelle SOHO, qui est un satellite commun à l'ESA et à la NASA, qui en plus d'étudier le Soleil, étudie l'environnement du Soleil. Et l'environnement du Soleil, qu'est-ce qu'il voit de temps en temps? De temps en temps, il voit passer des comètes. Alors voilà par exemple ce que voit le SOHO. Ici on a masqué, avec un coronographe, on a masqué le Soleil. On va voir un coronographe ici. Vous voyez toutes les planètes, on va même les Pléiades, et on va voir voilà, une comète qui va... alors elle a de la chance, je ne sais pas si oui, elle va ressortir. Oui, elle ressort. Oui. Voilà, elle sort en saturant la caméra. Et ça, ces images de SOHO, vous pouvez les prendre tous les soirs sur Internet. Et je crois qu'un des plus grands détecteurs de comètes, c'est un gars de la SAF, qui étudie toutes les photos et puis il trouve une comète de temps en temps. Voilà. Alors la fin des comètes, ça c'est un peu plus triste, parce que la comète, d'abord, elle s'épuise, elle peut s'épuiser, puis plus elle va s'approcher du Soleil ou d'une grosse planète, elle risque de se fragmenter, d'être mangée par le Soleil, etc. On va voir voilà, une belle comète qui se fragmente, ici. La comète linéaire. Là, une comète qui va être... pourquoi ça ne bouge pas, ça? Ça ne bouge pas? Non. Ah oui, celle-là. Voilà, hop, elle est mangée, celle-là, elle ne ressortira pas. Alors, vous voyez, quand je vous dis qu'elles sont périodiques, des fois, c'est fini. C'est la mort des comètes. Mais la plus belle chose qui nous est arrivée, c'est en 1994, voilà, la comète Shoemaker-Levy 9, que le monde entier a découvert. Elle s'est approchée de Jupiter, s'est brisée en plusieurs morceaux et s'est écrasée. Tous ces morceaux se sont écrasés sur Jupiter et on a pu le voir en direct. On a eu la chance aussi, c'était une des premières années où on avait mis Hubble, le télescope spatial, en orbite. Donc tous les observatoires terrestres, tous les astronomes amateurs et Hubble ont pu suivre en direct Shoemaker-Levy s'écraser sur Jupiter. Et merci Jupiter, parce que Jupiter est d'une tellement grosse masse qu'elle attire tous ces corps et nous protège. Ça nous protège. C'est important. On pense que d'ailleurs, s'il y a de la vie sur Terre, c'est parce que notre système solaire est un peu particulier, où il y a, en plus du Soleil, il y a une très grosse planète comme Jupiter, qui a pour but d'être un aimant et d'attirer tous ces petits corps qui veulent nous faire du mal. Et voilà à quoi ça ressemblait. C'est formidable, ça, le collier là, de tous les fragments de la comète. Et on voit pendant plusieurs mois, on a vu encore des traces sur Jupiter. Super. Bon, alors voilà, vous avez trouvé une comète, ça c'est pas très intéressant.
comment la nommer, comment retrouver son nom. Alors, quelques missions commettaires. Je ne vais pas tout faire parce qu'on ne va pas avoir le temps. Qu'est-ce que je vais essayer de vous montrer d'intéressant? Bah, Deep Impact, je pense. Allez. Les Américains ont lancé dans les années 2005 une mission pour essayer d'intercepter et de percuter une comète pour voir quel pourrait être le résultat de l'impact d'un corps très massif, enfin, quelques centaines de kilos, sur le noyau d'une comète. Alors c'est une sonde spatiale qui s'appelait Deep Impact, hein, bon, ça vous dit quelque chose, c'était à l'époque où il y avait le fameux film avec Armageddon et Deep Impact avec Bruce Willis, le sauveur des mondes.